Bonjour, aujourd'hui nous recevons Christian Tralero. Bonjour. Voilà, je voudrais vous remercier d'avoir répondu favorablement à notre invitation. C'est normal. Voilà, nous recevons dans le cadre des interviews de La Glorieuse que nous publions tous les mardis depuis 8 ans. Voilà, soyez les bienvenus. Donc je vais vous présenter brièvement. Vous avez 72 ans. À l'état civil, vous appelez Bernard Tralero. Oui. Disons que c'est une petite anecdote, une anomalie de ma naissance déjà. J'ai été enregistré Bernard, mais dès le lendemain, on m'appelait Christian. Voilà, vous commenciez bien votre Voilà, vie. déjà c'était compliqué. Malentendu, voilà, c'était compliqué déjà. Donc le contexte, vous avez une vie très remplie. Vous êtes figure héroltaise du rugby, vous avez gagné 2 fois le du Manoir avec Narbonne, vous avez marqué le seul essai de la finale contre Bagnères de Bigorre en 1979, vous avez créé à 22 ans les maisons Sévenol, voilà, vous vendiez 1000 maisons par an, il y avait une publicité qui tournait dans toute la région avec Michel Galabru, tout le monde a vu ça passer dans sa jeunesse, pour ceux qui ont plus de 50 ans. Vous avez écrit là, vous avez sorti là dernièrement là le bouquin Le Bison des Cévennes. C'est un peu pour ça qu'on est là. Voilà, pour parler. Alors ce bouquin parle de sa vie, son œuvre. Voilà, vous avez créé une radio, une boîte de nuit. Vous avez, en plus de tout ça, hein, vous avez gagné le Paris-Dakar 2 fois. Vous avez vendu comment ça s'appelle, des sous-marins américains à des Russes. Vous êtes Russie, j'ai construit. Je suis un constructeur. Je suis un bâtisseur. Donc quand je suis parti en Russie, c'était pour construire. Dans une deuxième vie, vous avez été un peu James Bond, pour résumer. Non. Quand l'URSS a explosé, il y a des tas de républiques qui se sont créées. Et moi, j'ai été sollicité par un gérant de fortune qui s'appelait Maître Philippe de Zurich. C'est un avocat, oui, qui était célèbre dans plusieurs affaires. Non, des petits trafics. Non, pas de trafic, mais c'était entre autres le financier de l'OM à l'époque de Bernard Tapie. D'ailleurs, quand Marseille a gagné à Moscou contre le Spartak et qu'ils ont été en finale de la Coupe d'Europe la première fois, on va pas dire que du temps de Tapie, c'était pas très clair. J'étais là, moi, je peux le dire. Est-ce qu'il y avait des porteurs de valises à l'époque? Il y avait surtout certains joueurs adversaires qui touchaient pour justement mal jouer ce jour-là. D'accord. Et puis là, aujourd'hui, vous êtes chargé pour le groupe FDI des loges OM. Non, du tout. Vous étiez Du tout. J'avais une grosse amitié avec Dominique Guéret, le patron de FDI, et de par mes connaissances dans le monde du rugby, je faisais partie j'étais dans les loges où on aidait les invités à faire connaissance et à lier. Mais c'était par pure amitié et ça n'avait rien de... Bon, je continue la présentation parce que, bon, il y en a certains, la présentation c'est 3 lignes, vous ça continue. Donc vous habitez Sète, votre vrai pays c'est Hérépian. Exactement. Alors vous êtes très copain avec Laporte, vous avez un problème de communication avec Moed. Non. Alors déjà très copain, c'est exagéré. Mais si, grâce à lui, vous avez été l'artisan de sa victoire aux 2 élections à la présidence. J'étais pas seul, on l'a bien aidé pour qu'il soit président de la Fédé. On a été très actifs sur les réseaux. Je le revendique avec mon copain Gilles Bémol que vous connaissez, pardon. Et donc c'est vrai qu'on a aidé à installer Bernard avec Moed, aucun problème. On aimerait l'aider davantage. C'est merveilleux d'avoir un mec comme ça à la tête du rugby à Montpellier. Et je trouve qu'il mériterait que le public soit plus présent, on est le seul club du top 14 où on ne fait pas le communiqué. Qu'est-ce qu'il faudrait faire alors? Quelle est la recette? Communiquer. J'ai dit moi à Moed, le plus difficile dans la vie, c'est d'avoir l'argent. L'argent, il en a. Et dans le rugby à Montpellier, il y a beaucoup d'argent. Comme partout ailleurs, peut-être plus qu'ailleurs. Mais il ne veut pas communiquer, c'est pas un homme de communication. Expliquez-moi pourquoi Moed, c'est le mal-aimé. Vous savez, vous connaissiez cette chanson, Le Mal-Aimé? Oui. C'est le mal-aimé du rugby français. Non, je pense qu'il joue un peu peut-être là-dessus. Il ne mérite pas tout ça. Il faut savoir, Montpellier, et même tous les gens de l'Hérault, ça fait 15 ans qu'ils ont le bonheur d'avoir une équipe en top 14. Ils n'en ont pas conscience. On a eu les plus grands joueurs du monde qui sont passés à Montpellier. Qu'est-ce qu'il faut faire
pour remplir le Il faut stade. qu'ils communiquent davantage. Non, mais communiquer, c'est facile. Autour de Montpellier, il y a 30 équipes de rugby. On va dire non, il n'y en a que 7 ou 8. Il n'y a pas Lavaz, il y a Jacou, il y a Lunel, mais il y a 30 équipes parce que dans tous les villages, il y a une équipe de vétérans. À Montpellier, les gens, c'est un public. C'est pas normal que le foot, il fasse 10-12 000 chaque fois, en étant. Et au rugby, on a de la peine à faire 7-8 000. Et on dirait qu'il ne veut pas. Il faut aller chercher un par un. Il faut aller chercher il y a des tas de choses à faire. Il faut s'inspirer. Voilà, mais enfin, le problème, c'est qu'il ne veut pas. Si vous voulez, il le ferait. Hein. La une du prochain numéro, le 1120. Voilà, à la une, la culture s'invite au municipal à Montpellier. Clotilde Ollier dénonce l'entre-soi de la politique culturelle de Michael Delafosse. On revient aussi sur un scandale à Grabels, plus 31 000 € pour un professeur citoyen d'honneur sur la vente de son terrain à la mairie. Donc il a été exproprié, mais la mairie lui a donné un bac chiche. Est-ce qu'on donne des bacs chiches à 7 quand on exproprie? Pas du tout. Puis moi, je ne veux pas rentrer sur ce. Je veux vivre tranquillement. moi j'ai des amis à droite et j'ai des amis à gauche. Vous avez raison. Moi, je partage la macaronade à 7, je partage le poisson grillé, je fais des bouillabaisse, je mets des gens de droite et de gauche. Lundi dernier, on était 22 à table. Interdit de parler politique. Voilà, vous avez raison. On va peut-être se lier à vos remarques. On va arrêter de parler politique. Par contre, moi, je peux dire une chose. Hein. Au niveau de Moed, puisqu'on parle de Moed et puis on parle de la Fosse, c'est pas normal que le rugby de Montpellier, on se retrouve avec un stade pourri, là. On va y revenir. Donc, on revient aussi sur les coups de barre du capitaine Carole Delga. Enfin, on revient sur le carnaval à Montpellier. Est-ce que le roi sera brûlé? Il est de bon ton de brûler le roi à la fin du carnaval. Et le roi, il a interdit le carnaval cette année. Et il en a créé un autre. Je l'ai vu. Il a interdit le carnaval des Antillais et il y a le carnaval des Brésiliens. Je l'ai vu. Alors moi, je ne suis pas montpelliérain, je suis mal placé pour juger tout ça. Par contre, pour venir vous voir, j'ai réussi à me garer dans le parking du Triangle. Et j'ai appelé un copain, j'ai dit... C'est fantastique, j'ai réussi à rentrer dans Montpellier. Ça faisait 4 ans que je n'étais pas venu dans Montpellier. On ne peut plus venir dans Montpellier. C'est une catastrophe. Donc moi, je ne juge pas, je ne suis pas d'ici, je ne suis pas là pour juger. Mais les pauvres commerçants, les pauvres artisans, je plains les gens pour venir à Montpellier. C'était un... j'ai réussi. J'étais content de moi. C'est exceptionnel. C'est incroyable. Jusque-là, alors, on me parle, je ne veux pas faire un politique, mais pour venir à Montpellier, c'est catastrophe. Et le rugby, les pauvres, avec une belle équipe, le stade, il est pourri, on ne peut pas jouer. Dans toutes les villes de France, il y a des stades magnifiques maintenant, avec des possibilités de mettre du gazon moitié synthétique, moitié, etc. Faisons un joli stade, on le mérite quand même, ça. Seulement, il y a une guerre qui ne passe pas, là. Bon, ensuite, un petit article, là on fait le tour des oppositions dans les villages autour de Montpellier, et là on est sur Latte, et on revient sur ce qui se passe à Latte dans les oppositions à la mairie. Christian Tralero, quel a été le moment le plus important de votre vie? Comme étant façonnier. Oui, mais à part ça... Quand je marque l'essai pour être champion de France de rugby. Ouais, et encore. Et le meilleur moment, peut-être, il est à venir. Pourquoi Est-ce qu'il y a quelque chose que vous auriez aimé faire et que vous n'avez pas fait? Et non, justement, mon problème à moi, c'est que j'ai tout fait. Tout ce que j'ai voulu faire, je l'ai fait. Je ne suis pas frustré, moi. En restant modeste, bien sûr. Et d'ailleurs, je fais un stand-up, on en parlera, où je fais des interventions dans des entreprises ou dans des comités d'entreprise ou autres, etc. Où le titre de mon stand-up, c'est « Tout est possible ». Moi, je pars d'un petit village de 300 habitants qui est Villemagne et l'Argentière, à 3 km des Répians. À une époque où il n'y avait pas le téléphone, il y avait 5 téléphones dans le village, il y avait 3 télévisions et 10 voitures. Et puis je pars de là. À 20 ans, je décide à 17 ans, je veux être cuisinier. Plutôt que de démarrer dans une école de cuisine, il n'y avait pas de place pour l'année en cours. D'ailleurs, dans le Gard,
à Saint-Jean-du-Gard, Oui. ils me disent, vous rentrez pas en septembre, vous rentrez que l'année après. J'ai dit, moi je vais le faire en formation professionnelle. En formation professionnelle, on me dit, il n'y a pas de problème, vous pouvez être cuisinier, mais il faut attendre les 18 mois. Ah, j'ai dit, ah bon? Elle me dit, mais si vous voulez un truc qui part plus vite. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit, j'ai dit, je vais être électricien. 12 mois. Plombier, 6 mois, il n'y a rien qui part de suite, si plâtrier. Je me retrouve à 17-18 ans avec un diplôme de plâtrier en main pour aller faire du plâtre à forfait, c'est mon bonheur. Et de là, je peux m'installer le jour de mes 20 ans avec une petite camionnette et je fais du plâtre à forfait. Quand je joue au rugby à Mazamet en première division, on m'apprend à vendre de la maison individuelle. J'associe le fait que je suis un mec, un artisan du bâtiment et un vendeur, et qu'est-ce que je fais? Je monte Maison Sévenol. Tout est possible. Voilà, Alors, tout est si possible. on veut, tout est possible. Voilà, c'est une belle conclusion. On va s'arrêter là, merci d'être venu. Non, je plaisante. Qu'est-ce que vous pensez du naming, là, cette idée débile d'accoler au nom des stades celui Mais d'une c'est marque? bien pour entrer de l'argent. Après, bon, c'est vrai que maintenant, c'est Vous trouvez ça élégant? Vous trouvez ça élégant? C'est pas élégant, mais on peut pas, il faut pas chercher à perdre son temps à lutter contre des choses. C'est comme ça, et bien on fait avec. C'est pas élégant. Money is Mais king. ça- Money is king. mais ça fait rentrer de l'argent. Ok. Vous pensez quoi de Laporte et de Grill? Alors Laporte, c'est un mec exceptionnel. Il a apporté au rugby français les gens. Après, il y a eu toute une histoire qui a fait que l'aventure s'est terminée. Mais il a transformé le rugby français. Il a traversé, il a amené beaucoup au club, etc. Et en dessus, depuis le début, on a un emmerdeur qui s'appelait Grill, qui avait été élu dans l'opposition, dès le premier jour, à toutes les assemblées, à toutes les réunions. Mais moi, je veux dire quelque chose, mais moi, c'était le casse-couille éternel. Je veux dire, et puis il a réussi ce qu'il a voulu. Ce qui, de part, c'est un Montpellierais, quand c'est un même. Montpellierais, mais il a fait sa carrière à Paris. C'est un type brillant au niveau des affaires. Il a une société exceptionnelle. Sa femme est brillante également. Et puis à tous les deux, ils ont réussi leur truc. Il a voulu la fédérer, il l'a. Après les méthodes, Ouais, vous m'avez dit que c'était un bon mec. c'est un bon mec, ça n'empêche pas, mais c'est un enfoiré. Bah, On il peut a être. pris la place de votre copain. Il a pris la place, il a employé des méthodes, les gens vont en revenir, il a trompé son monde, mais dans son histoire à lui, personnelle, il a réussi, il est parti avec l'idée de devenir président de la Fédé, en 8 ans, il est devenu président de la Fédé. Après, les gens, après coup, verront. C'est le bon manager. Pour le moment, il n'a rien fait. Pour le moment, les gens n'ont pas voté Grill, ils ont voté contre Laporte, on va dire. Ils ont profité de l'affaire qu'il y a eu où Bernard n'est pas encore jugé. On a condamné Laporte avant qu'il soit jugé, puisqu'il est en appel, il n'est pas condamné. C'est-à-dire qu'il a quelques affaires contre lui aussi. Il avait l'affaire du camping, il a fait un peu de politique. Non, mais dans la il a vie, fait un peu de celui qui fait sport, rien, il a n'a fait pas de d'affaires. Hein. Alors, moi, je connais un gars, il est employé de mairie à la mairie de 7 ans, il est rentré à 18 ans, il va sortir là, il a jamais, lui, il n'a pas d'affaires. Hein. Il a été embêté par qui, lui? Par personne. Hein. Si on ne fait rien, on est embêté par personne. Hein. Non, mais vous avez raison, oui, c'est vrai. Non, Bernard, il est différent, c'est un mec différent. Ouais. C'est un. Alors, expliquez-moi ce qu'il faut que Moed Altrad fasse pour rendre le rugby populaire à Montpellier. Vous m'aviez dit qu'il y avait un vivier, vous m'aviez dit Alors, moi, ça, je- pour remplir le stade et pour que ce Il faut soit, se mettre pour que d'accord. ce soit comme à Vannes, comme à La Il Rochelle, ou comme à Bordeaux. il faut se mettre avec la presse, il faut que par tous les journaux qu'on ouvre, il y a toujours le rugby, il faut que dans les réseaux sociaux, il faut qu'on parle du rugby, il faut qu'ils fassent des gratuités pour faire venir les enfants au rugby, il faut qu'ils fassent venir les clubs de vétérans, les inciter. Il faut que les gens se mettent à aimer Montpellier. À aimer le club de Montpellier. Il y a beaucoup de gens qui ne viennent pas, et pourtant ils aiment le rugby, mais après c'est très difficile d'en parler en 3 minutes comme ça. Hein. Des solutions, il y en a, je ne suis pas magicien, mais je pense que ils se cassent la tête pour faire venir de grands joueurs. On a de la... Ouais, c'est vrai. Mais il faut se casser la tête pour remplir faire le venir stade. les gens. C'est Oui. pas normal qu'à La Rochelle, ça fait 5 ans ils sont obligés de fermer. À Vannes, un petit club, ils sont obligés de fermer. À Castres, il y a 40 000 habitants. À Castres et à la région, ils font 15 000, le stade est plein tous les dimanches. Ne me dites pas qu'à Montpellier, il y a 600 000 habitants à Montpellier.
Autour de Montpellier, à moins d'une heure de Montpellier, il faut voir, il y a 1 million d'habitants, avec le Biterrois, de partout, les gens, pour venir, on vient de Nîmes, on vient de partout, le stade devrait être plein. Est-ce que le rugby est toujours le ciment de la région? Ah, c'est difficile parce qu'il y a beaucoup d'étrangers aujourd'hui, alors c'est un peu comme dans tous les sports. Moi j'allais à l'Arago à 7 voir le volley. On ne peut plus aller voir le volley à l'Arago. Chaque année, ils nous changent les joueurs. On peut pas. Ce qu'on aime, c'est les fidélités. Nous, ce qu'on aime, si on parle football pour changer, l'équipe de Montpellier de l'époque de Loulou, dans les années 88-89, tout le monde récite l'équipe à tous les joueurs en tête. Aujourd'hui, si tu as 3 joueurs, on les connaît plus. Voilà, on ne connaît plus. L'équipe de rugby de Montpellier qui a été championne de France, on dit aux gens ici de dire l'équipe, il y en aura qu'une difficulté pour sortir 10 noms. Parler de l'équipe, les équipes qui ont été championnes de France avec Béziers dans les années 70-80, on se rappelle du nom de tout le monde. Donc vous venez de Bédarieux, et ensuite vous êtes occupé de l'équipe de Bédarieux. Alors ça c'est autre chose. Moi, le jour où j'ai été champion de France de rugby, j'avais déjà une grosse entreprise où je devais avoir 80 ou 100 personnes déjà. Le soir, j'avais obtenu ce que j'avais voulu. Tout est possible. Je pars de rien, je joue au rugby, j'ai 19 ans, et puis en partant de rien, 8 ans après ou 7 ans après, je me retrouve champion de France. Je ne pouvais pas espérer autre chose. Donc vous avez rendu votre maillot? J'ai rendu mon maillot. Personne n'a cru que j'allais m'arrêter. Le lendemain, je suis parti à jouer à Bédarieux en 2e série. Et là, on a vécu une aventure fantastique où tout est possible. De 2e série, on est monté jusqu'aux portes de la 1re division avec des joueurs exceptionnels qui nous avaient fait rêver plus jeunes, comme Jacques Cantoni, comme François Sangali, comme Pierrot Salette. Et tout le monde a fini à Bédarieux à faire régaler les gens de là-bas. Dans la vie, il faut vouloir, si on veut, il ne faut pas croire à l'impossible non plus, tout en étant raisonnable. Mais on peut mettre le curseur haut, on peut y arriver. Alors c'est quoi les difficultés avec le stade de Montpellier aujourd'hui? C'est la guerre entre Delafosse et Altrad. Altrad, c'est une chef d'entreprise. Je pense qu'il investit énormément, il apporte beaucoup à la ville. Il faut lui faire plaisir. Altrad, c'est pas faire un cadeau financier, c'est lui donner les moyens de pouvoir amener. Il a déjà amené le titre de. C'est pas évident quand même. Hein. C'est rare des gars qui disent on va être champion et on est champion. Jamais, moi personnellement, tout le monde a essayé. Hein. Et les plus grands, Loulou, il a voulu prendre le club de rugby de Béziers, il a dit je serai champion, il n'a jamais été. Hein. Le rugby, c'est un peu particulier. Hein. Surtout maintenant, parce qu'il y a beaucoup d'argent quand même. Hein. C'est plus compliqué qu'avant? De mon époque, déjà, on jouait pour rien. Hein, quand vous avez été champion de France en 79 avec Narbonne, il vous donnait un petit billet ou... Oui, on avait une prime. Et la particularité, moi, quand j'ai été champion, j'ai payé, joueur, j'ai payé un car pour faire monter 60 personnes de mon entreprise dans le car, leur payer le week-end à Paris, leur payer la place au stade pour qu'ils viennent voir le match et redescendre. C'était les joueurs d'avant. Vous avez été royal. Royal. Et on ne gagnait rien. Je raconte dans le stade. Oui, mais vous aviez une entreprise, vous aviez 80 salariés quand vous étiez en finale. Oui, bon, mais. C'était le début. Oui, il y avait 6-7 ans que j'étais déjà. J'ai été champion en 79, j'ai créé l'entreprise en 76. J'avais 24 ans. Et je raconte dans mon stand-up une anecdote où, la fin de la première saison à Narbonne, je gagne le du Manoir. Je vais voir le président et en même temps je prends un copain pour dire je vais voir le président et puis on ira chercher la nouvelle BM que je viens de commander. Puis le président il me dit mais qu'est-ce que tu viens? Ah Christian, ça me fait plaisir, tu viens me voir, pourquoi? Président, je viens vous voir pour la saison prochaine combien? Il me dit comment? Tu viens de Bédarieux, tu joues avec les plus grands là, des internationaux et tout, et tu viens me demander de l'argent? Ah, je dis, excusez-moi, président, je passais, là, je venais vous dire bonjour. Il me dit, content de toi, on reste comme l'année dernière, hein, tu auras tes primes, pareil. C'était quel président à l'époque? Pêche de la Close, c'était le plus gros notaire du Languedoc-Roussillon. Ah, d'accord. C'était pas Ferras? Ah non, Ferras, vous parlez du président de la Fédé. Oui, je parle du président de Narbonne. D'accord. À la sortie, je suis parti à ma voiture neuve, je suis arrivé à ma voiture neuve à Bédarieux.
tout le monde a pensé que c'était le rugby qui me l'avait payé, alors que le rugby m'avait donné 0. C'était le D'accord. rugby d'avant. Alors, vous avez créé une entreprise à 23 ans, maison individuelle, vous construisiez 1000 maisons par an, qui s'appelle la maison Sévenol. Alors, pour être clair, en 86, on a vendu 1000 maisons dans l'année. Voilà. Donc, ce qu'il faut, moi j'ai démarré au départ. Bon, au départ, vous en vendiez 5 ou 10 Non, au départ, on est vite monté. Au départ, la particularité, c'est que j'ai construit avec mes propres maçons, les maisons. C'est-à-dire que tous ceux qui font maintenant, les gens, personne n'a ces maçons. Ils sous-traitent tout. Alors qu'au début, on avait 200 maçons. C'est nos maçons qui... Et là, on faisait à peu près 200 maisons par an. 200. Et c'est là que je suis parti, je me suis associé avec le groupe Fougerolles, qui est devenu FH après, et là, avec eux, on a investi. Alors, expliquez-moi pourquoi aujourd'hui l'immobilier est en crise. Parce qu'avant, tout est cher. Avant, on pouvait construire sa maison. Déjà, les couples sont fragiles. 2 ménages sur 3 divorcent. Si un couple, pour solidifier sa famille, ils font un investissement, ils s'engagent fortement. Aujourd'hui, il faut de l'argent pour vivre, ils n'en ont plus pour vivre, ils se disputent parce qu'il n'y a pas d'argent, et les couples se séparent. Mais le vrai problème, les terrains sont très chers, et puis il faut 2 voitures, etc. L'argent, tout est cher aujourd'hui. Hein. Alors, vous avez vendu en quelle année votre groupe? J'ai vendu la marque en 1990 au groupe Fougerolles. D'accord. Et vous avez été dénoncé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un problème? Il y a eu un problème? Ah non, du tout. Moi, j'avais une clause, je leur ai loué la marque, et puis j'étais le patron. C'est-à-dire que je suis parti avec tout seul, et ils m'ont dit, voilà, de Nice jusqu'à Toulouse, à vous de... Vous gardez les rôles de l'EPO, ce que j'ai toujours, la marque, le nom, mais maintenant, personne n'achète une marque. Aujourd'hui, le gars qui a un terrain à bâtir, le promoteur, il fait la maison aussi, il va le terrain à la maison. Hein, et donc, quand j'ai décidé j'avais fait le tour de la question de partir, je leur ai proposé de faire valoir la clause que j'avais, et donc ils m'ont acheté la marque. C'est ce qui m'a permis de partir. Et vous avez continué? Qu'est-ce que vous avez fait depuis? Je suis parti en Russie. Vous êtes parti en Russie? Voilà, pendant de nombreuses années, entre autres, tout en faisant pas mal de constructions. Voilà. J'ai continué à faire du programme immobilier, du lotissement. En Russie? Non, ici, chez nous aussi. Mais pas à la taille de ce que j'avais pu faire. Alors, c'est quoi? J'ai lu dans votre bouquin que vous aviez eu des contrats pour acheter de l'uranium. Non, alors, quand on arrive... Vous avez nous proposé d'acheter des sous-marins. Vous êtes rangé au service secret? Quand on arrive en Russie, à cette époque-là où le monde s'ouvre pour eux, et puis eux, ils n'avaient pas d'argent pour manger, tous les patrons d'usine, tous les gens viennent vous faire des propositions. Et parmi ces propositions, j'ai les dirigeants d'une mine d'uranium, qui est la mine de Krasnokayen, j'ai un contrat, j'ai mis la photo d'ailleurs sur le bouquin lié, où j'ai signé un contrat pour avoir l'exclusivité de la vente en France du minerai d'uranium. Le problème, c'est que quand vous avez du minerai d'uranium, un contrat comme ça, en France, on ne peut pas acheter de l'uranium. Il n'y a que 5 ou 6 entreprises. Il y avait la Cogema, il y avait EDF, il y avait Framatome qui peuvent acheter de l'uranium. Et en plus, on ne peut pas l'acheter en dessous d'un prix donné. Alors, et puis en plus, on touche à des choses où, au niveau de la défense nationale, c'est un peu... J'étais téméraire, mais pas courageux quand même. D'accord. Donc vous êtes rentré, vous avez acheté un peu d'uranium, vous avez vendu une paire de sous-marins aux Russes. Je n'ai jamais touché. Là, je ne sais pas où vous avez vu ça, c'est des propositions que j'avais. Ah, c'est des propositions, voilà. C'est des gens qui faisaient des propositions, du bois. Alors pourquoi vous êtes rentré? Je suis rentré parce que c'était dangereux. Hein. Ah moi, j'avais mes ouvriers, je prenais une vingtaine d'ouvriers d'ici, je les prenais en Russie et en Azerbaïdjan. Après, c'était ou la valise ou le cercueil, comme on dit. Hein. Je préfère. Puis, j'étais pas de la taille pour. C'était pas de faire un truc de bien plus grand en partant tout seul, c'était pas possible. Pour moi, c'était
c'était démesuré. Je pense que j'avais fait le tour de ce que j'étais capable de faire. Mais c'est bien d'aller jusqu'à ses limites, il ne faut pas les franchir. Bon, une dernière question. Là, j'ai lu votre biographie qui est passionnante. Dans les années 80, vous organisiez des concerts et vous avez refusé de faire chanter Céline Dion à Bédarieux. C'est quand même incroyable. Hein. Ça fait partie des aventures que je raconte dans le stand-up. Elle chantait mal à l'époque. Non, c'est pas ça. C'est que jamais. Alors, elle était venue en France, elle avait 15 ans. Elle faisait les premières parties de Patrick Sébastien. Et en même temps, elle cherchait son tourneur qu'on appelle, elle trouvait des dates à côté. Voilà. Et nous, on avait une salle de spectacle à Bédarieux. Et le gars me l'a signé, Gérard Morel. Et puis j'ai dit, moi, on va pas signer. Qui va écouter une chanteuse québécoise de 15 ans Alors, j'ai refusé. Et un huissier est venu constater que le jour de la soirée, qu'on avait refusé d'honorer un contrat. J'avais refusé Céline Dion. C'était quand même le mauvais choix, parce que depuis, elle a a fait son chemin. Elle a chanté aux Jeux Olympiques. Non, elle aurait pu, on pourrait dire maintenant qu'elle avait chanté à Bédarieux, ou à Éripien, c'était. Voilà. Mais en fait, c'est l'anecdote, et puis ça montre que j'avais aucun talent pour produire du monde. Hein. Je vous remercie pour la qualité de cet entretien. Merci.